Il me semble que la poésie n'est pas une question de forme ajustée, que ce n'est pas un bien dire étudié. Il me semble que quand on lit de la poésie, on attend autre chose. C'est un peu compliqué parce qu'à la fois, il y a un usage peut-être de la poésie qui consiste à considérer qu'elle est un raffinement de la langue et le produit d'un certain travail. Mais en même temps, sauf cas de snobisme extrême, ce que les lecteurs de poésie attendent, c'est une certaine sorte de sincérité. Et par conséquent, pas du tout une préméditation de l'ordre d'une joliesse ajustée, mais une sorte d'émergence profonde et quasiment immédiate. Un effort dans le sens du laisser-aller, dans le sens du surgissement. Alors si je veux être plus précis, je parlerai de la métaphore, qui est classée comme une figure de rhétorique. Alors, est-ce que la rhétorique est l'élaboration d'un savoir-faire? Est-ce que c'est une technique? Ou est-ce qu'il y a un niveau où la rhétorique est en quelque sorte donnée par la métaphore? Ou, pour le dire plus simplement, par l'image poétique. Voilà. C'est-à-dire la faculté humaine de produire des images ou de découvrir sans cesse des rapprochements inattendus, des analogies. Il me semble que c'est là que commence la poésie. Et dans une faculté humaine qui est finalement extrêmement mystérieuse, qui n'est pas celle du raisonnement, qui n'est pas celle de la préméditation, et qui n'est peut-être pas celle du sens, mais simplement la faculté de capter des ressemblances. C'est extrêmement mystérieux. Nous ne partageons cela ni avec les autres espèces animales, ni avec les machines. Ce qui manque, par exemple, à un ordinateur joueur d'échecs, c'est ce quelque chose qui est entre le sentiment et la pensée, qui consiste à établir des rapprochements parfois tout à fait incongrus. À long terme, sur un jeu d'échecs, l'ordinateur sera plus efficace, sera efficace comme une brute, mais il n'aura jamais de coup de génie. Voilà. Donc du coup, voilà encore un mot lourd qui est lâché. L'image poétique, la ressemblance, le génie. C'est à ce niveau-là que je situerai pour ma part la poésie. Et non pas dans le bien écrire, et non pas dans une connaissance préétablie avec laquelle on jonglerait avec plus ou moins d'habileté. Si on définit le poète par la faculté d'accueillir la poésie, je dirais que c'est un homme ou une femme, puisque quand on dit le poète, on utilise un masculin qui, en langue française, tient lieu de neutre, c'est-à-dire qui n'est ni l'un ni l'autre et qui permet de désigner les deux. Donc le poète peut être une femme. Il y en a de beaux exemples. C'est donc un être humain, c'est-à-dire un animal doué de langage,
qui s'expose dans ses énoncés, dans sa parole, au risque de perdre le sens. Ça veut dire quoi? Alors, pour qu'une parole soit intelligible, il faut qu'elle ait un certain sens. Si nous prenons les mots que je viens de prononcer et qu'on les découpe et qu'on les met en vrac dans un chapeau et qu'on les met dans n'importe quel ordre, on a quelque chance d'avoir une tournure insolite mais encore intelligible, et on a beaucoup de chance d'avoir quelque chose de complètement privé de sens, inintelligible. C'est-à-dire que surtout si on prend une portion de discours assez suffisamment longue, si on fait tomber d'abord tous les adverbes, puis tous les substantifs, puis tous les verbes en vrac, la perte de l'ordre des mots fera qu'on identifiera un langage, mais un langage dénué de sens. Voilà. C'est à ce risque de langage en démence que s'expose le poète. C'est ce qui m'a amené à soupçonner finalement deux formes de langage possibles chez un être humain, tous deux rigoureusement nécessaires et tous deux dangereux. Il y a une langue qui est celle du sens, où les termes sont bien ordonnés, se suivent sur le fil de la parole, et le fil de la parole est orienté. C'est cette orientation qui fait l'ordre des mots, et réciproquement l'ordre des mots qui donne une direction au fil de la parole. Et à côté de ça, des énoncés explosifs, ce que je désignais par le terme de métaphore ou d'image poétique, qui viennent faire effraction dans ce sens. Donc là, il me semble qu'on n'est plus dans le sens, mais dans quelque chose qui est de l'ordre de la révélation et qui donne une valeur à ce qu'on dit, qui donne une charge plus généreuse, plus riche et plus féconde que ce que peut produire l'énoncé qui est de l'ordre du sens. Ce qui est grave, c'est que finalement, un ordre très rigoureux est sans retour, et pour ainsi dire irrévocable. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel des segments de sens exercent les uns sur les autres une sorte d'autorité. Parce que si on n'a pas cette hiérarchie des éléments d'énoncé, on obtient ce qu'on appelle des paradoxes, ce que les logiciens appellent des paradoxes. C'est-à-dire le plus célèbre date de la plus haute antiquité, qui consiste à affirmer une phrase du genre « Je vous dis que je suis un menteur ». Si on n'établit pas une hiérarchie d'énoncés, et si on n'en met pas un au-dessus de l'autre, de manière irrévocable, si je dis que je suis un menteur, alors je mens
quand je le dis, donc je ne suis pas un menteur. Si je ne suis pas un menteur, je suis un menteur, et si je suis un menteur, je n'en suis pas un. C'est-à-dire une proposition infiniment contradictoire et ininterprétable et inintelligible, bien que apparemment ordonnée. Et par conséquent, il faut qu'il y ait des propositions assujetties les unes aux autres, et établissant au sein d'un énoncé une hiérarchie. Que je suis un menteur ne peut en aucun cas faire retour sur la première partie de l'énoncé qui n'est pas dans le même niveau de langue, l'énoncé je dis. Je dis ne peut pas être contesté par le contenu. L'énoncé je dis ne peut pas être contesté par le contenu de ce que je dis. Alors, ce qui est saisissant, c'est que ça a l'air d'être une astuce de logicien complètement abstraite, mais c'est par exemple la parole du maître. La parole magistrale, c'est celle-là. Moi, je suis le maître, je vous dis quelque chose, et vous, les élèves, vous n'avez pas de retour, vous n'avez pas de contestation possible de la parole magistrale. Vous pouvez réciter la leçon, vous pouvez vous mettre en subordonné de mes énoncés, mais vos énoncés ne peuvent pas influencer les miens. On peut parler de deux ordres d'énoncés. L'énoncé du discours qui est doté d'un sens et qui peut toujours aboutir à un système totalitaire qui se justifie par des raisons techniques. C'est le discours de la raison ? C'est le discours de la raison. On ne peut pas s'en passer, hein. On ne peut pas s'en passer parce qu'on tombe dans l'inintelligible et on tombe dans toute autre chose que je vais évoquer maintenant. Et il y a un discours qui est celui de la magie. C'est plus un discours d'ailleurs, c'est une incantation portée par la parole qui devrait servir de contrepoids et éviter une catastrophe autoritaire, totalitaire, de hiérarchisation contraignante. Mais si on ne prend que cette forme incantatoire et poétique, on oscille entre le délire et l'envoûtement. Par conséquent, une situation humaine qui me paraît harmonieuse et souhaitable, c'est celle d'une dialectique de ces deux, du discours et de la parole, du discours technique, du discours de la raison d'État, de la loi, et de l'incantation magique ou poétique. Ce que je ne veux pas faire, c'est charger de tout le péché une des formes d'énonciation et présenter comme absolument salvatrice l'autre forme. On est parfaitement bien fondé à avoir peur de la magie. Aussi bien si on est envoûté que si on est un envoûteur d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir des retours de charme qui sont catastrophiques pour l'envoûteur. Un sorcier à qui le sort qu'il a lancé est retourné par un sorcier plus fort ou par une personnalité qui y résiste, il va en périr dans des conditions épouvantables. Hein. Donc ça peut être la magie peut être une compensation aux excès d'un pouvoir organisé, mais aucun des deux termes de l'alternative ne peut régner seul. Le discours sensé devient abominable, la loi devient scélérate quand il n'y a aucun frein en face d'elle, quand il n'y a plus de dialectique. Alors là, on a une machine qui s'emballe et la raison devient une monstruosité. Auschwitz, c'est le discours de la raison. Oui, c'est une possibilité du discours de la raison. C'est pour ça qu'il faut se méfier d'ailleurs que
toutes les légendes qui font du nazisme un phénomène magique ou mystique ou des choses comme ça sont extrêmement suspectes parce que, effectivement, les camps d'extermination sont des usines productrices de mort. Et la question est de rationaliser la production de la mort, d'être efficace techniquement. C'est ce qu'on voit quand on examine les documents sérieux qui restent de l'époque. On voit des techniciens qui sont acharnés à une certaine productivité. Bon. C'est-à-dire que ce qui devait apporter des bienfaits, ce qu'au XIXe siècle on prenait pour du progrès, etc., c'est-à-dire la toute-puissance industrielle, eh bien, au terme de son développement, produit de la mort. Voilà. Bon. Parce que on est en présence de lois scélérates, mais qui ne sont pas dépourvues de sens, qui sont intelligibles, c'est ça qui est monstrueux, mais scélérates parce qu'il n'y a pas de contrepoids. Bon. Inversement, donc c'est un monde qui est, par exemple, totalement étranger à la poésie. D'ailleurs, à part des objets qui sont de l'ordre du bien-faire organisé, l'académisme en peinture en est un exemple plus frappant, les arts sont exclus, sont considérés comme dégénérés, les livres on les brûle, les tableaux aussi, on les détruit, etc. Hein, voilà. Bon. Maintenant, donc, ce qui ferait la valeur de la vie humaine manque, même si l'organisation a un sens, elle est orientée et elle est intelligible. Voilà. Il manque donc quelque chose qui perturberait ce sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'image et de l'imaginaire, et qui donne la force et l'élan de formuler des projets et d'attendre une émergence, et non pas seulement de produire et d'accumuler, dans le sens de la destruction au besoin. Mais inversement, si on n'avait que de la métaphore, si on n'avait que de la magie, si on n'avait que de l'incantation, on vivrait dans une autre forme de terreur, sous une menace permanente. Il n'y a de solution que dans une dialectique des deux. Et cette dialectique, on la maîtrise peut-être pas. Ce qui fait que nous sommes toujours au seuil d'une barbarie par excès de sens, pour l'instant. Il y a peut-être eu des périodes de cauchemar pour l'humanité, par défaut de sens et par excès dionysiaque, pour reprendre la formule de Nietzsche, par exemple. La question du réel me paraît extrêmement dangereuse. Et l'idée qu'il faut traverser les apparences pour atteindre un réel premier et dans une excellence originelle, c'est pas dans ces termes que je me poserai la question. Pour la bonne raison que je pense que c'est tout simplement nous qui posons le réel. Et la question est celle-ci, c'est est-ce que on peut se laisser spolier du pouvoir de poser le réel, c'est-à-dire se laisser imposer un certain réel. Bon. Est-ce que, par exemple, on est obligé absolument de croire, comme il semble qu'on y soit incité aujourd'hui, que le réel, c'est l'argent, et ses conséquences, sa puissance et l'organisation du monde telle que nous la voyons? Ou est-ce que nous avons le pouvoir de poser ou de projeter un autre réel? Ce qui me paraît important dans la poésie, plus que le dévoilement d'un autre réel sous-jacent, dissimulé par des apparences mensongères, c'est le projet de faire advenir un réel
plus conforme à notre vie, à nos aspirations passionnelles. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut dire que la poésie en appelle en nous à quelque chose de profond et en quelque sorte déjà là, mais elle est encore plus intéressante quand elle, au lieu d'apparaître comme une vérification, elle s'avère, elle fait advenir. On lit un poème et il peut donner à notre vie un lest ou une orientation qui fait que nous allons découvrir que la parole poétique était vraie. Nous allons le découvrir. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dote d'un futur. Ce qui est important dans le monde où nous sommes, c'est cette absence d'avenir et une sorte d'acceptation d'une impuissance profonde. On ne peut rien y faire. C'est cette conviction que la poésie pourrait déverrouiller. C'est une promesse. Voilà. La poésie, c'est une promesse. Et c'est en tant que telle que je fais la distinction entre un discours sensé, que je verrais plutôt masculin, et une parole de l'ordre de la promesse, et qui me paraît du ressort de la féminité. La promesse est du côté de la femme. L'homme, lui, il s'en tire par le sens. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dialectique. Il y a deux langues, celle de la promesse et celle du sens. Celle de l'image, féconde. Féminine. Féminine. Étant entendu, bien, il va de soi que n'importe quel être humain, homme ou femme, peut découvrir en lui, éveiller, faire fleurir cette part de féminité, quant à la parole tout au moins. Mais charnellement, c'est un privilège féminin. Le discours sensé désigne, mais n'atteint pas ce qu'il désigne. C'est ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. Le mot ne ressemble pas à la chose et ne renvoie pas à sa présence, mais plutôt à son absence. Le mot canapé ne ressemble en rien à l'objet canapé. Voilà. Et le mot rouge ne ressemble en rien à la sensation du rouge. D'ailleurs, le langage n'est pas un langage de sensation. Sauf dans cette anomalie du langage qui est l'image poétique, qui, elle, est évocatrice, qui, elle, restaure la ressemblance et, par conséquent, la présence de l'énoncé à la chose. C'est ça, la magie. La magie, c'est un énoncé qui touche. Bon, ben pour parler de toute cette histoire de présence, de représentation, de métaphore, et pour donner à sentir cette saisie du sensible qui échappe au discours conceptuel sensé et qui surgit dans la poésie, je pense à une métaphore dans un poème d'André Breton qui s'appelle l'Union libre, qui renouvelle une très vieille tradition poétique qui est ce qu'on appelait le blason, c'est-à-dire un texte poétique qui fait en quelque sorte le portrait analogique de la femme aimée dans son aspect physique. Je ne vais pas reprendre toutes les métaphores, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est très belle et très centrale. Il dit « Ma femme au sexe de glaïeul ». Alors, si on prend la poésie comme un bien-dire, on va dire « Ah ben oui, ça consiste simplement, une fois de plus, à comparer le sexe féminin à une fleur ». Si on prenait la poésie pour vulgaire bien-dire,
on n'éprouverait pas le sentiment, la sensation presque de présence. C'est-à-dire que là, contrairement à ce que dit la linguistique qui parle en termes de concept, on a un énoncé, et dans le terme glaïeul, un ensemble de phonèmes qui effectivement nous donne dans l'oreille la sensation du sexe féminin. Il y a une sorte de présence intense. Et c'est une incantation, ce poème. C'est une incantation pour essayer de garder cette femme près de soi. C'est un refus de son absence qu'aucun discours sensé ne peut produire. Parce que c'est pas censé de dire qu'une femme a un sexe de glaïeul. Mais c'est une promesse. Mais c'est un projet. C'est une attente. Et c'est quasiment de l'ordre de la présence. Cette présence qui manque au discours sensé, qui ne rejoint jamais son objet. On entre dans la magie. Je suis dans une situation presque impossible parce que, effectivement, j'écris, mais avec le désir que ce que j'écris garde une valeur quasiment confidentielle. Parce que c'est ce que j'aime quand je lis. J'aime la sensation que le livre et à travers lui, un certain homme ou une certaine femme s'adresse à moi entre tous et non pas à la foule. Donc ça me met en difficulté dans la mesure où les conditions de l'industrie du livre aujourd'hui permettent de moins en moins cette tonalité de confidentialité. C'est un rapport magique que j'entretiens avec le réel. Il me semble de temps en temps que ce que j'écris est prémonitoire. En écrivant, je manifeste une attente et je provoque le surgissement de ce que j'attends. Et qui effectivement survient. Ça veut dire à la fois que j'oriente ma vie vers quelque chose que pourtant je ne discerne pas, mais qui m'appelle et que j'appelle. C'est pas constant, mais il m'arrive des rencontres qui me semblent provoquer. Et puis il y a d'autres éléments. Il y a des moments où j'évoque des situations générales, politiques ou autres, qui me paraissent complètement farfelues et qui, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, me paraissent correspondre à des pressentiments. Donc il y a là quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de la magie. En tout cas, c'est pas du tout dans la production technique d'un divertissement contre lequel je n'ai d'ailleurs, par principe, aucune réticence, mais qui n'est pas dans ma pratique, qui n'est pas dans mes objectifs, qui n'est pas dans mes attentes. Ça va là? Ou c'est trop... Non, non, ça va.